Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Première partie, les microbes et la microbiologie. Ce premier chapitre va être dévolu aux microbes et à la microbiologie. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que signifie le mot microbiologie. Ensuite, que sont les microbes? Vous apprendrez que c'est la forme dominante de la vie sur Terre. Bien définir la notion de maladie, et vous verrez que quand on dit microbe, ça ne signifie pas obligatoirement une maladie. Les microbes et la science, notamment les applications dans le domaine des technologies, et ensuite les différents types de microbes. Alors, qu'est-ce que la microbiologie? Le mot microbiologie vient du grec micro, bios, logos, petit, vivant, étude. Il s'agit donc de l'étude des micro-organismes et des relations avec leur environnement. Par micro-organisme, nous entendrons également le mot microbe, qui est un mot un peu ancien, ou le mot germe, qui est un mot un peu populaire. Et ces micro-organismes constituent un groupe extrêmement diversifié d'organismes microscopiques, unicellulaires, le plus souvent, et répartis dans les 3 domaines du vivant: les bactéries, les archées et les eucaryotes. Ces micro-organismes se distinguent les uns des autres par leur forme, leur taille et leur mode de vie. Nous verrons également les virus. Ces virus sont des micro-organismes particuliers qui sont incapables de se reproduire sans détourner la machinerie cellulaire d'un autre organisme. Ils ne sont pas considérés stricto sensu par la plupart des spécialistes comme des organismes vivants. La microbiologie étudie parfois leurs actions sur les micro-organismes, mais n'a pas pour but de les étudier en tant qu'entité. Cette étude est réalisée dans une autre discipline de la biologie et de la microbiologie qui s'appelle la virologie. On parle aussi maintenant de microbiologie moléculaire dans le domaine des biotechnologies notamment. Cette image vous montre comment ont évolué les micro-organismes dans le temps. Les micro-organismes que nous allons étudier se répartissent à la fois comme cellules eucaryotes, cellules prokaryotes, mais également comme virus. Cette image aussi a pour but de vous aider à bien repérer comment ces micro-organismes ont évolué et quelles sont les interrelations entre eux. Alors je vous demande d'abord de pointer sur le bas de la photo, qui est ce qui existait il y a plusieurs milliards d'années, disons environ 4 milliards d'années lorsque la Terre est apparue, et plus on monte vers le haut, plus le temps bien sûr avance, et plus l'évolution opère. Regardez bien ce qui est en bas, dans l'ellipse bleue, c'est ce qu'on peut appeler le monde originel. Vous remarquerez qu'au départ, après que les premières molécules aient existé, les macromolécules se sont organisées entre elles, tout d'abord sous forme de complexes, protéines, ARN. Sont apparues également des molécules d'ARN qui se répliquaient par elles-mêmes, on appelle ces molécules des réplicons, et cette réplication est possible grâce à une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Et on pense que dans ce monde originel sont apparus également les premiers virus, les virus à ARN. Dans la deuxième ellipse, celle qui est au-dessus, celle qui est, disons, en rouge, le monde s'est complexifié. Cette fois-ci, c'est un monde ARN-ADN, ce que certains scientifiques appellent le rétromonde. Sont apparus à ce stade des proto-opérons, avec l'apparition de nouvelles enzymes, notamment la reverse transcriptase. Les virus à ADN sont présents encore, mais apparaissent cette fois-ci des virus rétroïdes, des virus qui sont capables de transformer l'ARN en ADN. Dans la troisième ellipse, celle qui est un peu au-dessus, celle qui est en verte, montre l'apparition cette fois-ci du monde ADN, avec cette fois-ci l'apparition d'opérons ADN,
et la présence d'une enzyme, l'ADN polymérase, capable de répliquer cet ADN. Les virus à ARN sont toujours là, également les virus rétroïdes, et apparaissent les virus ADN. Nous sommes à environ 3 milliards d'années. À environ 3 milliards d'années, c'est là que la division se fait entre les premières cellules qui apparaissent, c'est ce qui est à gauche, cellules prokaryotes, et ce qui est à droite, les virus. Donc il y a une divergence à cette époque, approximativement 3 milliards d'années, où les cellules sont apparues, et d'un côté, les virus qui évoluent pour leur propre compte. À cette étape de l'évolution, donc apparaissent les cellules prokaryotes, donc qui dérivent directement du monde ADN. Ces cellules prokaryotes donneront essentiellement les bactéries, archébactéries et eubactéries. Dans le même temps, apparaissent des virus de bactéries qu'on appelle les bactériophages ADN. Ces bactériophages ADN sont capables, bien sûr, d'infecter les cellules prokaryotes et de s'y répliquer. Et enfin, toujours à environ 3 milliards d'années, les phages ARN également se développent avec des phages double brin et ARN positif. Durant l'évolution, à partir de 1,5 milliard d'années, apparaissent les cellules eucaryotes qui dérivent des cellules prokaryotes. Et pour le monde virus, apparaissent les virus à ADN complexe et des virus à ARN double brin et simple brin positif et négatif. Nous aurons l'occasion de revenir sur la signification de ce que j'appelle les brins positifs et les brins négatifs. Vous remarquerez également que les virus rétroïdes suivent le cours de l'évolution, notamment après 3 milliards d'années, et ensuite deviennent les rétrovirus à 1,5 milliard d'années. Voici ce que l'on peut dire sur cette nouvelle hypothèse de l'évolution qui intègre le monde des micro-organismes dans son ensemble, les cellules prokaryotes, les cellules eucaryotes et les virus. La suite du cours va donc reprendre ces différents micro-organismes et nous les étudierons ensemble attentivement. Qui sont donc les microbes ou les micro-organismes ? On pourrait répondre schématiquement à cette question en disant qu'il s'agit de la forme dominante de la vie sur Terre. En effet, les microbes, au sens large, ont dominé la Terre pendant plus de 3 milliards d'années, comme nous l'avons vu précédemment, et sont la source de toutes les autres formes de vie. On peut également estimer que les microbes représentent plus de 60% de toute la matière organique sur Terre. Les bactéries sont les premières formes de vie. Elles ont une capacité d'adaptation énorme et l'on en trouve plusieurs millions d'espèces sur Terre, avec seulement quelques milliers d'entre elles donnant des maladies. La majorité de ces micro-organismes vivent en milieu aquatique ou terrestre, où ils assurent principalement la décomposition des substances organiques mortes. À titre d'exemple, le pétrole correspond à l'accumulation de quantités infinitésimales d'hydrocarbures provenant de la décomposition de déchets végétaux par des bactéries anaérobies. Il se produit en même temps du méthane et des acides gras. Puis sous l'action de bactéries activant l'hydrogène moléculaire, les hydrocarbures insaturés seraient devenus saturés. Le gaz carbonique et le méthane, résultant de cette activité bactérienne, saturent le gaz de pétrole qui va ainsi s'infiltrer dans les roches sous pression et constituer des réservoirs. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer que la majorité de ces bactéries vivent dans le milieu aquatique, terrestre et sous terre. On pourrait ainsi dire que la plupart des microbes sont sans danger et beaucoup sont bénéfiques, voire indispensables. Ces bactéries ayant un rôle positif sont souvent appelées une flore microbienne. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Ainsi, nous sommes environnés par ce que j'appellerais un jardin invisible de micro-organismes, des bactéries, des parasites, des levures, des protozoaires, voire des virus, qui forment ce que j'appelle un jardin invisible qui nous environne. Il nous environne dans les aliments que l'on ingère,
ou dans l'eau que l'on boit, ou dans l'air que l'on respire. C'est une sorte de flore qui nous entoure et avec lequel nous nous sommes accoutumés lors de notre évolution. L'association entre les microbes et les maladies feront l'objet d'un chapitre ultérieur, mais d'ores et déjà, il faut bien comprendre que être infecté, entre guillemets, par un microbe, ne signifie pas obligatoirement d'être malade. Vu du micro-organisme, une maladie peut être considérée comme une tactique particulière, dans un habitat particulier, l'homme, où la bactérie, ou le virus, ou le parasite va augmenter sa biomasse en vue d'être transmis à d'autres individus. Vu de l'hôte, une maladie peut être considérée comme une réaction exagérée des défenses de l'hôte, l'immunité, que nous verrons par la suite, vis-à-vis de l'infection. L'infection par un virus, par une bactérie ou par un parasite. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que parmi les très nombreux micro-organismes présents dans l'environnement ou chez les organismes vivants, une toute petite proportion seulement peut produire une infection d'un organisme humain, animal, végétal, éventuellement donner une maladie. L'autre élément important de cette diapositive est que 9 cellules sur 10 dans notre corps sont des microbes. Et ces microbes jouent des rôles extrêmement importants pour élaborer des protéines, des vitamines, c'est le fait par exemple des bactéries intestinales, ou même ces bactéries ont un rôle important pour éduquer notre système immunitaire. La relation entre les microbes, les bactéries, les virus ou les parasites et les maladies sont le fait de grands savants, notamment Louis Pasteur, que l'on voit en haut à droite sur la photo, qui démontre que les maladies sont la conséquence de la présence de ces micro-organismes. Louis Pasteur a aussi défini ce qu'on appelle pouvoir pathogène d'un micro-organisme qui peut se définir par sa capacité à provoquer une infection, c'est-à-dire entraîner chez un organisme sensible des altérations au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire, qui se traduisent par des manifestations cliniques et biologiques. Et avant Pasteur, d'autres savants, comme Édouard Jenner, avaient déjà posé les bases de la protection contre ces maladies par la vaccination. Je rappelle que Édouard Jenner, qui n'apparaît pas sur cette diapositive, mais qui est un grand savant anglais, a découvert le premier vaccin contre une maladie virale, la variole. Un autre grand savant qui a beaucoup étudié la relation entre les micro-organismes et les maladies est l'allemand Robert Koch, que l'on voit à gauche sur la diapositive. Robert Koch est un microbiologiste extrêmement connu, puisqu'il a découvert, bien sûr, le bacille de Koch, le bacille tuberculeux, mais également le vibrion cholérique, l'agent du choléra, le bacille du charbon et les spores bactériennes. Il a également mis au point, en 1882, des milieux de culture solides pour cultiver les bactéries. Enfin, ce grand savant a émis des postulats qui sont encore en vigueur, le postulat de Koch. En gros, ce postulat dit qu'un microbe correspond à une maladie. Plus en détail, si on veut donner les éléments de ces postulats de Koch, on pourrait dire que, premièrement, le micro-organisme doit être présent dans tous les animaux malades et absent des animaux sains. Deuxième postulat, le micro-organisme doit être cultivé en culture pure, à l'extérieur des animaux malades. Troisième postulat, un animal sain inoculé avec cette culture pure doit développer la maladie avec tous ses symptômes. Et dernier postulat, le micro-organisme isolé de cet animal doit être identique à celui précédemment isolé. Voici quels sont les postulats que ce grand microbiologiste avait émis, ceci à la fin du XIXe siècle. Enfin, et ces aspects seront développés tout à la fin du cours, les microbes, et en particulier les bactéries, sont d'excellents modèles d'étude pour les chercheurs, et ceci sera la base de tout ce qu'on appelle le clonage moléculaire pour cloner des gènes et exprimer des protéines par les bactéries. Les microbes, cette fois-ci aussi bien les bactéries que les virus, sont également des vecteurs de gènes, et c'est un domaine important de la recherche, voire de la thérapeutique. Et troisième point, les microbes, cette fois-ci les bactéries, mais aussi les algues, les moisissures, les levures, sont également des bonnes usines de production
dans le domaine industriel. Alors cette diapositive est importante puisque elle reprend un petit peu l'évolution de la microbiologie depuis la découverte du microscope. Bactéries égale micro-organisme égale organisme microscopique. Donc au départ, il a fallu observer pour la première fois ces micro-organismes grâce au microscope. On pense que le premier microscope aurait été développé par le Hollandais Anthony van Leeuwenhoek en 1673. En effet, ce drapier hollandais a fabriqué le premier microscope grâce aux lentilles puissantes qu'il avait mises au point afin d'observer les trames de tissu qu'il achetait. Avec des grossissements de l'ordre de 200 à 300 fois, il a pu ainsi mettre en évidence, à partir de 1673, la prodigieuse diversité des micro-organismes et l'incroyable richesse des milieux naturels, comme l'eau riche en protozoaires, en algues, levures et bactéries. Anthony van Leeuwenhoek n'était pas vraiment un scientifique, c'était un très bon observateur. Il a étudié de nombreux liquides que lui offrait la nature et décrivit ce qu'il appelait le grouillement d'une infinie variété d'animalcules, en fait les bactéries, mobiles ou non, en forme de sphères, de bâtonnets, de spires, dans des échantillons de salive, de dents, d'eau de pluie ou de lacs. Dans son propre sang, van Leeuwenhoek découvrit les globules rouges, et dans son sperme les spermatozoïdes. Ce fut donc un observateur curieux, patient, méticuleux, et un sens de l'observation exceptionnel. Encore une fois, dans l'histoire de la microbiologie, il faut citer bien sûr Louis Pasteur, qui va complètement démonter la théorie de la génération spontanée. Quelques mots sur cette génération spontanée. Depuis toujours, l'idée que la vie puisse émerger du non-vivant a accompagné les différentes civilisations et les religions qui se sont succédées. En fait, Dieu était responsable de cette génération spontanée. La théorie du germe responsable de maladies stipule que des micro-organismes, qu'on appelle également des germes, peuvent envahir d'autres organismes et être responsables de maladies. Bien que cette idée simple soit généralement acceptée aujourd'hui, elle ne l'était que très peu quand elle fut formulée au milieu du XIXe siècle. La plupart des gens croyaient que les animaux, exemple les vers, les larves de mouches, les rats ou les microbes, provenaient d'éléments inanimés par génération spontanée. C'est donc Pasteur qui, en 1859, a complètement démonté cette théorie de la génération spontanée et a montré que, par exemple, ce qui infectait les bouillons liquides étaient tout simplement des bactéries de l'air, et non pas des bactéries qui se généraient d'elles-mêmes par des moyens plus ou moins magiques. Après Pasteur, l'essor de la bactériologie moderne s'est fait grâce aux grands savants que j'ai déjà cités, Robert Koch, mais aussi un médecin danois, Hans Christian Gram, qui mit au point la célèbre coloration qui porte son nom et qui permet de caractériser les bactéries. La notion de virus et l'essor de la virologie vient peu après. La notion de virus a évolué en même temps que la connaissance des maladies infectieuses. Avant Pasteur, ce terme était équivalent d'agent infectieux. On parlait de virus du paludisme, dont l'agent bien sûr est un protozoaire, ou du virus du charbon, dont l'agent est une bactérie, et de virus filtrants, qui étaient là d'authentiques virus. Il est resté de cette époque le terme de réservoir de virus, qui signifie réservoir d'agents infectieux, alors que le terme de virus correspond actuellement à un agent infectieux acellulaire, nous le verrons plus tard, parasite obligatoire d'une cellule pour sa multiplication et invisible au microscope optique. Le premier virus qui a été étudié est le virus de la mosaïque du tabac, ce que j'ai appelé le VMT. C'est un virus du tabac, donc un virus des plantes. Et ensuite ont été découverts les bactériophages. Nous le reverrons plus tard dans le cours, les bactériophages sont des virus capables d'infecter les bactéries. D'autres techniques sont apparues un peu plus tard, presque simultanément, permettant d'étudier les propriétés physiques des virus. Ainsi, les premiers microscopes électroniques à transmission ont permis dès 1935 d'observer le virus de la mosaïque du tabac. Et à la même époque, Stanley obtient la cristallisation de ces virus après une purification assez simple, secouant le mythe
du virus vivant. Et à propos de ces virus qui étaient capables de cristalliser, beaucoup de scientifiques se sont dit, en fait, peut-être que les virus ne sont pas vivants, ce sont juste des organismes qui se répliquent. Ensuite, les physiciens observent la symétrie des virus par diffraction aux rayons X, la symétrie hélicoïdale, comme celle du virus de la mosaïque du tabac, ou la symétrie cubique, comme la plupart des virus pathogènes pour l'homme. Enfin, les propriétés biologiques des virus ont été étudiées d'abord par Carrel, Alexis Carrel, en 1926 par culture sur un fragment de tissu isolé, puis par Smith en 1933 après inoculation au furet du virus de la grippe. Il faut noter que le développement des cultures cellulaires, notamment par John Anders en 1949 par trypsination des cellules, est sans doute l'un des facteurs les plus importants dans l'étude des virus. La culture cellulaire permet d'une part d'obtenir une production de masse de virus et d'autre part d'orienter le diagnostic viral par l'observation de lésions cellulaires caractéristiques qu'on appelle effets cytopathogènes, et nous y reviendrons un peu plus tard. Pour résumer ce que je viens de vous dire et pour donner un ordre de taille, cette diapositive vous donne les dimensions approximatives des différentes cellules, eucaryotes, prokaryotes, les virus, comparés aux protéines et aux atomes. On voit très bien que les cellules eucaryotes ont des tailles voisines de environ 10 microns, 10 micromètres. Les bactéries, environ 1 à 10 micromètres, 1 à 10 microns. Alors que les virus ont des tailles beaucoup plus petites, 0,1 micron, voire pour certains, 1 centième de micron. Bien sûr, ceci explique pourquoi seule la microscopie électronique est capable de visualiser les virus. De même que cette image vous montre que la diffraction des rayons X est capable de donner une image tridimensionnelle de certains virus ou de certaines protéines virales. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet et voyons comment sont classifiés les micro-organismes, notamment les micro-organismes appartenant aux prokaryotes et aux eucaryotes. Cette image vous montre la répartition des micro-organismes en bactéries, archées et eucaryotes. C'est une classification phylogénique où on voit l'ensemble de ces micro-organismes cellulaires. On peut ainsi voir qu'il existe 3 grands domaines et 6 règnes. Les 6 règnes correspondent aux images qui sont montrées ici, 1, 2, 3 jusqu'à 6. 1 correspond aux archées, 2 aux bactéries, 3 aux protozoaires, 4 aux champignons, 5 au monde végétal et 6 au monde animal. En fait, dans la classification du monde vivant, les virus ont toujours été oubliés, sans doute parce qu'ils ne sont pas considérés comme des organismes cellulaires, ce sont des eucaryotes. Les virus ont pourtant beaucoup de caractéristiques propres aux organismes vivants. Mais surtout, actuellement, ils sont considérés comme étant à l'origine du monde vivant, notamment par les mécanismes de colonisation des cellules prokaryotes et eucaryotes. Comme vous le voyez sur cette figure, par cette interaction perpétuelle qu'il existe entre le monde des virus en bas, ce que j'appelle le nuage des virus, et les cellules des arbres de la vie, aussi bien les archébactéries et les eucaryotes. Les virus, ainsi, sont actuellement considérés par les scientifiques de l'évolution comme participant à l'évolution des génomes cellulaires, et ils participent également à ce que l'on appelle aujourd'hui la créativité génomique. Nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous aborderons les rétrovirus endogènes et les virus persistants, notamment les virus à ADN. Certaines observations récentes, en effet, confirment l'hypothèse que les virus sont réellement des organismes vivants. En effet, en 2003, des scientifiques ont découvert des virus infectant des amibes et ayant un génome aussi gros que celui des génomes de bactéries. Ainsi a été découvert un virus nommé le mimivirus, signifiant Microbe Mimicking Virus, qui figure sur l'image située à gauche.
Encore plus important, en 2008, a été découvert un virus ayant la même taille, capable d'être infecté par un autre virus. Ce nouveau virus, qui est virophage, a été appelé le mamavirus, ou encore virus Spoutnik, ce qui figure sur l'image de droite. Ce sont ainsi des preuves que les virus sont doués d'une activité identique à celle d'autres organismes vivants comme les cellules prokaryotes ou eucaryotes. Ces deux virus, le mimivirus et le mamavirus, découverts respectivement en 2003 et en 2008, ont été effectivement découverts dans l'océan. Et on estime qu'une grande partie du monde aquatique, notamment au niveau des océans, est constituée de virus identiques situés dans ce qu'on appelle le viroplancton. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points lorsque nous verrons dans le dernier chapitre tous les aspects concernant la métagénomique. Quelles sont les grandes différences entre prokaryotes et eucaryotes, pour commencer? Tout d'abord, au sujet des chromosomes. Les eucaryotes, vous le savez, en ont plusieurs. Les prokaryotes en ont qu'un seul. Pour la paroi cellulaire, elle est simple, pour les eucaryotes, sans peptidoglycane, alors que pour les prokaryotes, cette paroi est complexe avec présence de peptidoglycane. Nous définirons plus tard ce qu'on appelle par peptidoglycane. Il existe une différenciation tissulaire et dans les organes pour les eucaryotes, alors que la différenciation est très rudimentaire, voire absente chez les prokaryotes. Enfin, les nucléoles sont absents chez les prokaryotes, de même que l'appareil de Golgi et les lysosomes. Juste, et ceci sera redit par la suite, toutes les espèces, prokaryotes et eucaryotes, sont classées en genre et espèces. Exemple de prokaryote, une bactérie très commune, Escherichia coli, et un protozoaire, Giardia intestinalis. Après toutes ces généralités, voici maintenant le deuxième chapitre, qui va concerner les deux types de prokaryotes. Tout d'abord, quelques bases sur la structure des bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires dont la cellule ne possède pas de noyau cellulaire ni d'autres organites, comme nous venons de le voir. Leur structure est donc simple. On voit donc un seul chromosome, un cytoplasme avec des inclusions, une membrane cytoplasmique, une paroi et éventuellement une capsule. Enfin, un flagelle, qui est un organite qui n'est pas obligatoire, et des excroissances appelées des pili ou des fimbriers. Vous remarquerez également que, en plus du chromosome, les bactéries ont des fragments d'ADN surnuméraires appelés plasmides. Les taxonomistes, c'est-à-dire les scientifiques qui classent les bactéries entre elles, ont différentes méthodes pour classer les bactéries. Tout d'abord, par leur relation vis-à-vis de l'oxygène. Ainsi, on peut définir des bactéries aérobies. Ce sont des bactéries qui sont capables de croissance uniquement en présence d'oxygène. On peut citer par exemple des bactéries du genre Pseudomonas et les Neisseria. Deuxièmement, des bactéries microaérophiles qui ont besoin d'oxygène mais en très faible quantité. Dans ce cas-là, nous pouvons citer les campylobactères et les bactéries du genre Mycobacterium. Des bactéries qu'on appelle aéro-anaérobies, qui peuvent avoir une croissance aussi bien avec et sans oxygène. Dans ce groupe, on va rencontrer beaucoup de bactéries entériques, les entérobactéries, comme Escherichia coli, les salmonelles, mais également les streptocoques et les staphylocoques. Et enfin, des bactéries qui ont une croissance en l'absence d'oxygène. On appelle ces bactéries des bactéries anaérobies strictes. Beaucoup de ces bactéries font partie de la flore intestinale du tube digestif. On peut citer les bactéroïdes, les fusobacterium et les clostridium. Toutes ces bactéries sont des bactéries pouvant infecter l'homme. On peut également classer les bactéries suivant leur morphologie. Tout d'abord, on observe
des bactéries à forme arrondie ou sphérique. Dans ce cas, on parle de coque. Premièrement, si les bactéries sont en amas ou en grappe, il s'agit des staphylocoques. En chaînette, ce sont les streptocoques. Ou en diplocoque, les pneumocoques. Il existe des formes allongées, en forme de bâtonnet. Dans ce cas-là, on parle de bacilles. L'extrémité peut être carrée, effilée, incurvée, etc. Dans ce cas-là, vous voyez sur les images les différentes bactéries considérées. Il faut noter qu'on observe également des formes intermédiaires entre les coques et les bacilles, et on appelle ces formes intermédiaires des cocobacilles. Un bon exemple est constitué par les bactéries Haemophilus influenzae. Enfin, il existe des bactéries avec des formes beaucoup plus fantaisistes, comme des formes spiralées, soit flexibles. C'est le cas des spirochètes, comme Treponema pallidum, l'agent des syphilis, ou des bactéries beaucoup plus rigides qu'on appelle les spiriles. Tous ces exemples de bactéries, bien sûr, sont pris parmi les bactéries pathogènes chez l'homme. Ces différents modes de classification, associés à des classifications moléculaires et biochimiques, ont permis d'identifier les bactéries entre elles. Exemple pour l'espèce Escherichia coli, bactérie très commune. Cette espèce appartient au genre Escherichia, à la famille des Enterobacteriaceae, classe des Scotobacteria, embranchement des Gracillicutes et reine des prokaryotes. Mais revenons un moment sur ce qu'on appelle les prokaryotes. Les prokaryotes, ou encore appelés prokarya, du grec pro avant et karyon noyau, sont des organismes dont la cellule ne possède pas de noyau cellulaire ni d'organites, et ils appartiennent à au moins deux taxons distincts. Premièrement, les archéobactéries, qu'on appelle plus communément les archées, sont un groupe particulier car il ne comprend essentiellement que des espèces anaérobies, comme je vous l'ai dit auparavant, n'ayant pas besoin d'oxygène, voire souvent ne tolérant pas l'oxygène. Vivant dans des environnements extrêmes, et on parle d'organismes extrémophiles. Les environnements extrêmes sont à la limite des conditions tolérées par les cellules biologiques, exemple milieu salin, très acide ou très alcalin, milieu à température proche de l'ébullition. Les archéobactéries ne sont pas que des extrémophiles, ce sont aussi des organismes plus communs qui vivent dans des conditions de vie classiques comme les marais ou les intestins des ruminants. Il ne faut donc pas associer systématiquement archéobactéries à des organismes extrêmes, même si on retrouve parmi eux la plupart des extrémophiles. Le deuxième taxon est constitué par les eubactéries. Ce sont des bactéries plus communes qui font partie de notre quotidien, du sol, de la nourriture. Ce sont des bactéries les plus connues. Cependant, certaines eubactéries sont aussi des extrémophiles. Et parmi les eubactéries, on va retrouver beaucoup de bactéries pathogènes pour l'homme. En fait, les archébactéries sont aussi différentes des bactéries que celles-ci le sont des eucaryotes. En effet, les archées utilisent une plus grande variété de sources d'énergie que les eucaryotes, composés organiques comme les sucres, mais aussi elles utilisent l'ammoniac, les ions métalliques et même l'hydrogène gazeux comme nutriment. Dans ce groupe, on va retrouver des bactéries méthanogènes ou des bactéries halophiles qui peuvent pousser dans des milieux très riches en sel ou encore des bactéries thermo-acidophiles. Ce sont dans la plupart des cas des bactéries des environnements extrêmes. Maintenant, après avoir vu les prokaryotes, voyons les trois eucaryotes, c'est-à-dire les protozoaires, les algues et les champignons. La cellule eucaryote est bien sûr beaucoup plus complexe, et je pense que la plupart des connaissances sont traitées dans d'autres cours, mais retenez bien sûr que cette cellule eucaryote a un noyau avec un nucléole, les chromosomes, une membrane nucléaire et bien sûr beaucoup d'organites comme les mitochondries, l'appareil de Golgi, les ribosomes, le réticulum endoplasmique, des microtubules et des vésicules d'endocytose. Les eucaryotes
appartiennent au domaine Eukarya, avec 4 grands règnes: les protistes, les plantes, les champignons et les animaux. La plupart des micro-organismes cellules eucaryotes appartiennent au règne des protistes, ou protista. Ce règne regroupe la plupart des organismes unicellulaires, et maintenant on sait qu'ils ont évolué à partir des eucaryotes. C'est un groupe très hétérogène, une sorte de fourre-tout évolutif, dans lequel sont placés tous les eucaryotes unicellulaires qui ne sont ni des animaux, ni des plantes, ni des champignons. Certains protistes, autrefois considérés comme des animaux, sont encore appelés protozoaires. Un bon exemple est le genre Entamoeba, qu'on appelle plus communément amibe. Ce terme ne sera désormais utilisé, pour des raisons pratiques, que pour des protistes qui ingèrent leurs aliments par endocytose. Mais stricto sensu, les protozoaires ne peuvent plus être considérés comme des animaux. Voilà par exemple l'image d'un protozoaire type Entamoeba histolytica, une amie pathogène pour l'homme, notamment sous sa forme végétative, associée à des diarrhées hémorragiques. On voit très bien sur cette image le noyau, les vacuoles digestives et la membrane plasmique. Maintenant, le règne des champignons, qu'on appelle également le règne des fongies. Dans ce règne, on va retrouver les mousses, mais aussi les champignons, les levures et les moisissures. Les micro-organismes de ce règne n'ont pas de photosynthèse et sont donc tous hétérotrophes. Ceci veut dire qu'ils ont besoin d'un apport de molécules riches en énergie synthétisées par d'autres organismes. Ce sont ce qu'on appelle des recycleurs, et ils décomposent les corps morts d'autres organismes et recyclent le carbone ainsi que d'autres éléments dans la nature. Ces champignons ont évolué à partir d'un ancêtre commun qui a évolué vers différents types de champignons: Alomyces, Rhizopus, dans lequel on va retrouver les moisissures, les champignons à chapeau, ou bien encore les champignons levuriformes. Voici quelques exemples de champignons filamenteux capables d'infecter l'homme. Les champignons du genre Aspergillus sont en effet des champignons filamenteux de type moisissure. Ils ont un mycélium cloisonné portant de nombreux conidiophores dressés, terminés en vésicules, comme le montre la photo en haut à droite. Ils ont une répartition mondiale et se développent souvent sur la matière organique en décomposition dans le sol, le compost, les denrées alimentaires et les céréales. Ils sont présents dans l'environnement humain, notamment dans les plantes, les fruits, la poussière et l'air. À titre d'exemple, on retrouve 1 à 20 spores par mètre cube et nous en inhalons entre 10 à 30 spores par jour. Ces aspergillus sont très utilisés dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie des biotechnologies, en fermentation, production d'enzymes, production d'acides organiques et production d'antimicrobiens. Mais certaines espèces d'aspergillus peuvent être pathogènes pour l'homme, notamment Aspergillus fumigatus, également pathogènes pour les animaux et les plantes. Les mycoses, c'est-à-dire les maladies provoquées par Aspergillus, sont appelées des aspergilloses. Autre exemple de micro-organismes appartenant à la classe des champignons, les champignons levuriformes. Un bon exemple est constitué par les champignons du genre Candida. En fait, c'est un genre de levure dont l'espèce la plus importante est Candida albicans. C'est un commensal parfaitement toléré par l'homme. Nous verrons plus tard ce qu'on appelle un commensal. Il est parfaitement toléré donc par l'homme sain au niveau de la bouche, sur la peau, dans le système digestif, mais aussi dans la flore vaginale chez la femme. Il peut devenir pathogène et provoquer également des mycoses qu'on appelle candidiase ou candidose, notamment chez les humains ou d'autres animaux quand l'organisme est affaibli.
Nous avons maintenant bien défini les micro-organismes cellulaires, unicellulaires pour les prokaryotes et les eucaryotes. Cette fois-ci, voyons les virus. Ce ne sont pas à proprement parler des micro-organismes vivants. Les scientifiques ne sont pas complètement d'accord à ce sujet. S'agit-il vraiment d'organismes vivants ou s'agit-il d'éléments réplicatifs? Nous allons le voir dans les diapositives qui vont suivre. Tout d'abord, étudions les virus, qui sont considérés comme des pirates professionnels. Les virus sont des eucaryotes. Ceci signifie que ce ne sont pas des cellules. Ils ont une structure beaucoup plus simple que la cellule eucaryote ou la cellule prokaryote. Comme je vous le disais auparavant, les virus sont dans l'échelle de l'évolution, à la limite entre le non-vivant et le vivant. Un élément important à souligner est que les virus ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur des cellules qu'ils infectent. Ils peuvent se multiplier en détournant à leur profit, grâce à l'information génétique portée par leur génome, les systèmes cellulaires. Donc voici, à titre d'exemple, deux virus à ADN. L'adénovirus, que vous voyez ici, et le papillomavirus, deux virus pathogènes pour l'homme. Souvent, les virus sont classés selon plusieurs critères. Premièrement, selon les cellules affectées, cellules animales, plantes, insectes, champignons, bactéries. Deuxième critère de classification, suivant leur structure. Des virus nus, sans enveloppe, ou des virus enveloppés, possédant une enveloppe. Nous verrons tout à l'heure à quoi correspond cette enveloppe. Troisième critère, selon leur mode de reproduction, on appelle pour les virus le mode de réplication, une réplication des virus soit au niveau du cytoplasme, soit au niveau du noyau. Ou bien encore, on peut classer les virus suivant leur réplication, dans le cas particulier des rétrovirus, où ces rétrovirus sont capables de transformer leur ARN génomique en ADN. Quatrième classification, et c'est important, selon leur matériel génétique. Les virus sont constitués soit d'ARN, on parlera donc de virus à ARN, soit d'ADN. Dans ce cas-là, bien sûr, on parlera de virus à ADN. Et enfin, on peut classer les virus selon les maladies associées ou leur mode de transmission. On parlera par exemple virus des hépatites, virus de l'hépatite A, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, ou bien encore on parlera de virus transmis par les arthropodes. On parlera là d'arbovirus, qui est une contraction de terme anglais, Arthropod-borne virus. Un scientifique qui a beaucoup étudié les virus est Lvov, qui a eu le prix Nobel avec Jacob et Monod. Ce virologiste a étudié de manière fine les bactériophages entre 1953 et 1959, et c'est lui qui a décrit les critères en vigueur à l'heure actuelle, critères qui décrivent l'organisation des virus. Tout d'abord, un virus ne contient qu'un seul acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN, mais jamais les deux à la fois. Et ceci est une grande différence avec les cellules prokaryotes ou eucaryotes, qui ont bien sûr de l'ADN et des ARN, ARN ribosomaux, ARN messagers, etc. L'acide nucléique est entouré d'une coque protéique qu'on appelle la capside. Et l'ensemble capside et nucléoïde constitue ce qu'on appelle la nucléocapside. La nucléocapside peut constituer à elle seule un virus complet. Dans ce cas-là, on parlera de virus nu ou de nucléocapside nue. Si elle est recouverte d'une enveloppe externe, on parlera de virus enveloppé. Voilà par exemple l'image en microscopie électronique d'un herpès virus, un virus humain à ADN enveloppé. On voit très bien la nucléocapside centrale, ayant une forme très géométrique, on en dira un mot par la suite, et son enveloppe, ayant une forme beaucoup plus lâche. Maintenant, voyons voir un petit peu la structure de cette capside, qui est extrêmement intéressant.
Les capsides, du latin capsa, boîte, sont des structures protéiques organisées, constituées d'un grand nombre de copies de sous-unités protéiques, qu'on appelle les protomères. Vous avez ici, sur l'image, l'exemple type d'une capside de virus nu, celle d'un picornavirus. Exemple, le virus de la poliomyélite, encore appelé le poliovirus. Ce virus de la poliomyélite a une capside icosaédrique. L'icosaèdre est en effet une figure géométrique qui est un polyèdre composé de 20 facettes, chacune en forme de triangle équilatéral et de 12 sommets. C'est une structure qui possède des axes de rotation correspondant à des axes de symétrie, d'ordre 5, d'ordre 3 et d'ordre 2. Si on veut décrire un peu plus loin la forme géométrique de cet icosaèdre, on peut dire que les axes de symétrie d'ordre 5 passent par les sommets. Donc il y a 6 axes de symétrie d'ordre 5, 10 axes de symétrie d'ordre 3, passant à travers chaque face, et 15 axes de symétrie d'ordre 2, passant par chaque arête. Exemple, pour revenir au sujet du poliovirus, ce poliovirus est composé d'unités protéiques organisées en trimères, et ce virus possède 20 trimères au niveau des facettes. Chaque trimère étant composé de 3 espèces protéiques, VP1, VP2 et VP3. Nous venons de voir l'exemple d'un virus simple, le poliovirus, et sa capside icosaédrique, et ses 20 facettes, et ses 20 trimères. Voici maintenant les images de virus beaucoup plus complexes. En effet, ces deux images, côte à côte, vous montrent les différentes capsides de tous les virus pouvant être retrouvés chez l'homme. Vous avez ici sous les yeux les capsides de tous les virus pouvant être observés chez l'homme et observables par une méthode, la méthode de cryo-électromicroscopie électronique. On voit par exemple sur la figure de gauche la nucléocapside du virus herpès simplex, puis celle de l'adénovirus, celle des rotavirus, des bactériophages, et pour la partie droite, des virus de plus en plus petits, la capside des papillomavirus, de certains bactériophages, ou de l'érythrovirus B19, qui est le plus petit virus chez l'homme, avec une taille de 20 à 25 nanomètres. En fait, vous avez déjà bien remarqué que la capside des virus à symétrie cubique, avec cet icosaèdre, est une forme de symétrie parfaite que l'on peut également observer dans la nature, dans le monde végétal, ou bien sous forme d'images tout à fait étonnantes observées dans les champs d'Angleterre avec ces crop circles. À côté des virus à capside à symétrie cubique ou symétrie icosaédrique, c'est la même chose, on va retrouver des virus avec des capsides à symétrie hélicoïdale. Ces virus à symétrie hélicoïdale sont retrouvés dans le monde végétal, comme par exemple dans le virus de la mosaïque du tabac, le VMT, qu'on a vu dans les premiers chapitres, et dans certains bactériophages, comme le phage M13 ou le coliphage FD, qui sont des virus nus. On voit dans l'image de droite une capside à symétrie hélicoïdale. Souvent, ce sont des virus à ARN, donc on voit la molécule d'ARN qui forme une hélice, et fixée sur cette molécule d'ARN, des sous-unités de la capside. Autre exemple de virus à capside à symétrie hélicoïdale, le virus de la grippe. L'image de gauche vous montre une particule virale du virus grippal. En effet, sous l'enveloppe constituée d'une double membrane lipidique, dans laquelle sont enchâssées les glycoprotéines d'enveloppe hémagglutinine HA et neuraminidase NA, on va retrouver les 8 nucléocapsides à symétrie hélicoïdale, dont un agrandissement apparaît à droite. Sur l'image de droite, effectivement, apparaît une nucléocapside qu'on appelle, dans le cas du virus grippal, un complexe ribonucléoprotéique,
ou encore viral, RNP, qui vous montre très bien l'ARN génomique entouré des protéines de capsides. En effet, le virus grippal est un virus ARN segmenté avec 8 fragments. À côté de ces virus à capsides à symétrie cubique et à symétrie hélicoïdale, on va retrouver des virus avec des capsides appelés complexes. C'est le cas, par exemple, des capsides des bactériophages, ces virus de bactéries qui ont ce qu'on appelle une symétrie binaire, combinant une tête à symétrie icosaédrique et une queue en hélice. Cette image, à titre d'exemple, vous montre le schéma d'infection d'une bactérie par un bactériophage. Dans ce cas-là, il s'agit d'une infection à bactériophage à ADN, le phage T4. Dans le scénario d'infection, on voit tout d'abord, de gauche à droite, que le bactériophage s'adsorbe sur la surface de la bactérie, grâce notamment à la queue. Il se fixe, il y a une contraction de la queue, pénétration de la paroi de la bactérie et injection de l'ADN. Ce mécanisme sera décrit plus tard dans le mécanisme de transduction dans le cadre des transferts de matériel génétique chez les bactéries. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les virus ARN et virus à ADN, revenons un peu sur cette image que je vous ai montrée au début du cours et qui concerne l'évolution des organismes vivants avec en parallèle l'évolution des virus. Si on repart depuis la partie basse de l'image, la partie bleue, l'ellipse bleue, remarquez toujours dans la partie droite de l'image le monde des virus. En effet, il apparaît maintenant clair que ce sont les virus à ARN qui sont apparus en premier dans l'évolution, puis ensuite les virus rétroïdes, et après une divergence entre virus à ARN et ADN. Très grossièrement, ce que l'on peut dire entre les virus à ARN et ADN, c'est que les virus ARN sont beaucoup plus adaptatifs que les virus à ADN. Certains scientifiques parlent d'ailleurs de virus égoïstes, qui se répliquent plus facilement en passant d'une espèce à une autre. En revanche, les virus à ADN sont appelés virus altruistes et souvent ils sont bien adaptés à telle ou telle espèce. Soit bien sûr à la cellule prokaryotique, on parle de bactériophage à ADN, ou bien pour les virus à ADN des cellules eucaryotes, des virus à ADN complexes par exemple, on parlera de virus de l'homme, virus à ADN de l'homme, ou virus à ADN de tel ou tel animal, et il y a très peu de passages d'une espèce à une autre. Nous verrons dans un autre chapitre les maladies associées aux différents micro-organismes et les maladies infectieuses. Mais d'ores et déjà, au sujet des virus, beaucoup de virus sont associés à des maladies, et la première maladie reliée à un virus, c'était la fièvre jaune. Les virus causent plus de 400 affections chez l'homme. Ceci va du sida à certains cancers, des hépatites, des pneumonies, des maladies de type herpès, ou des verrues, ou encore des rhumes et des diarrhées. Il faut également souligner que beaucoup de ces maladies virales peuvent être contrôlées par une vaccination. Les virus sont des parasites intracellulaires stricts. Ceci signifie qu'ils peuvent se répliquer uniquement à l'intérieur d'une cellule, au sein de laquelle ils effectuent ce qu'on appelle un cycle de vie. Vous avez ici sur cette image le cycle de vie complet d'un virus, à partir du moment où il va reconnaître des récepteurs à la surface des cellules, c'est ce que j'ai appelé host cell binding. Cette étape de liaison sur des récepteurs est suivie d'une pénétration, où la particule virale va être endocytée. Puis ensuite, il y aura une phase de décapsidation, ou encore de déshabillage, c'est ce que j'ai appelé uncoating en anglais. Et ensuite, le génome va être transcrit et répliqué. Puis ensuite, les transcrits vont être traduits en protéines virales. Et ensuite, ces protéines virales vont s'assembler pour être relarguées de la cellule. Très schématiquement, on peut dire que pour les virus à ADN,
les génomes viraux sont présents et se répliquent dans le noyau de la cellule hôte, sauf exception pour les poxvirus. En revanche, la plupart des virus à ARN se répliquent dans le cytoplasme, sauf dans le cas du virus grippal. Ceci est une image d'un cycle complet. J'attire votre attention sur le fait que certains virus, ou des virus capables de cycle complet mais dans des conditions particulières, peuvent donner ce qu'on appelle des cycles abortifs, c'est-à-dire des cycles qui n'aboutissent pas à la production de particules virales. Ou bien d'autres virus encore donnent des cycles de latence, dans lesquels le virus est présent, se réplique, mais avec une expression extrêmement restreinte. Voyons maintenant l'effet des virus sur les cellules. Lorsqu'ils se répliquent à l'intérieur d'une cellule, les virus produisent des protéines virales dont certaines ont des effets toxiques sur la cellule infectée. Ou bien encore, les cellules vont interférer avec la machinerie cellulaire et en général vont détourner cette machinerie à leur profit. Les virus créent également de nouvelles structures pour détruire la cellule. Ils modifient les surfaces cellulaires pour qu'elles puissent être attaquées, notamment par le système immunitaire. Et enfin, certaines cellules, notamment certains virus, modifient le cycle cellulaire par un effet transformant, et dans ce cas-là, on a affaire à des virus associés à des cancers. Sur cette image, on voit des cellules de rein de singe en monocouche sur des supports plastiques, cellules qui ne sont pas infectées par un virus. Dans l'image qui apparaît à droite, on voit l'effet du virus sur ces cellules avec une destruction plus ou moins complète du tapis cellulaire. On appelle cette destruction un effet cytopathique ou effet cytopathogène, ou encore appelé ECP. Maintenant, voyons quelques exemples de particules virales. Par exemple, un virus à ARN, le virus VIH ou virus de l'immunodéficience humaine, l'agent du sida. De l'extérieur vers l'intérieur, on va d'abord remarquer l'enveloppe, constituée d'un double feuillet phospholipidique, issu de la membrane de la cellule affectée, dans lequel sont enchâssées les glycoprotéines d'enveloppe, la GP120 et la GP41. Puis ensuite, on voit une protéine de matrice, la P17, puis la capside. En l'occurrence, une capside à symétrie icosaédrique avec deux fragments d'ARN identiques. C'est une exception. Ici, on a un génome qui est diploïde. En général, les génomes sont haploïdes. Et associé à chaque brin d'ARN, la reverse transcriptase, qui va transformer leur ARN en ADN complémentaire. Cette fois-ci, l'exemple d'un virus à ADN, le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B est un virus enveloppé. On voit ainsi de l'extérieur vers l'intérieur la protéine d'enveloppe du virus de l'hépatite B, qu'on appelle l'antigène HBS, avec plusieurs sous-unités, la protéine L, la protéine M et la protéine S. À l'intérieur, nous observons la nucléocapside, qu'on appelle également antigène HBE, associé à antigène HBC, et dans cette capside, à symétrie icosaédrique, nous retrouvons l'ADN, partiellement double brin, associé à l'ADN polymérase. Un autre exemple de virus à ADN, le cas de l'adénovirus humain. Il s'agit d'un virus nu, sans enveloppe, avec une capside à symétrie icosaédrique, avec des pentamères, qu'on appelle des pentons, au niveau de chaque sommet, et des hexamères, qu'on appelle exons, au centre de chacune des faces. Il est intéressant de noter que, pour ce virus, le penton a une structure complexe. Il y a une base, une fibre et une tête. La fibre et la tête donc servent à reconnaître le récepteur au niveau des cellules qui sont permissives pour ce virus. Maintenant, voyons des micro-organismes extrêmement particuliers. C'est le cas des prions. Pour commencer leur histoire, j'attire votre attention que des neurologues avaient observé depuis le début du siècle diverses maladies associant une démence et ce qu'on appelle un syndrome extra-pyramidal, c'est-à-dire des mouvements saccadés, involontaires,
qui se développait tardivement dans des populations à forte consanguinité, imposées par la géographie, et pratiquement des rites cannibales, lors des enterrements. Cette maladie neurologique s'appelait le courroux, et les neurologues avaient supposé l'existence d'un virus, entre guillemets, un virus lent, dans l'étiologie de cette maladie appelée courroux, et également dans une autre maladie beaucoup plus connue, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Après ces différentes observations, est apparu un phénomène, un événement tout à fait curieux, c'était en 1986, avec l'apparition d'une encéphalopathie, appelée encéphalopathie spongiforme bovine, ou ESB, au Royaume-Uni. Cette maladie, plus communément appelée la maladie de la vache folle, a été soupçonnée de transmettre à l'homme une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il a fallu attendre 1991 pour que un neurologue américain, Stanley Prusiner, démontre la responsabilité d'une protéine anormale, dénommée prion, résistante aux protéases, d'où le symbole PRP-SC, SC pour Scrappy, nous verrons ça tout à l'heure, résultant de modifications de la conformation des molécules protéiques cellulaires normales, PRPC, anormalement accumulées. À l'heure actuelle, prédomine la théorie de ces prions comme seul agent infectieux dans différents syndromes tels que la tremblante du mouton, ce qu'on appelle Scrappy, l'encéphalite spongiforme bovine, l'ESB, et chez l'homme, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et sa nouvelle variante, supposée dérivée de l'ESB. Pour cette découverte complètement nouvelle et révolutionnaire, Stanley Prusiner a eu le prix Nobel de médecine en 1997. À l'heure actuelle, le prion est l'agent pathogène ayant de telles caractéristiques.